Ken. En plus Ouais. d'avoir rushé la saison 2, je me suis refait la première aussi. Ouais, là, t'as rushé comme un porc. C'est quoi ça? En fait, c'était pour vraiment avoir tout en tête. Bah, j'ai été plutôt agréablement surpris par la saison 2. Ah ouais? Je pensais que j'allais trouver beaucoup de choses qui allaient me déplaire, et au final, il y en a vraiment pas tant que ça. D'accord. Donc qu'est-ce qui t'a plu déjà? Je pense que je préfère l'arc de développement de la plupart des personnages dans la saison 2 par rapport à la saison 1. Ok, bah ouais, en vrai, je suis plutôt d'accord. À part peut-être une ou deux exceptions. Vas-y, tu as qui en exception en tête? Caitlyn. Pourquoi? Caitlyn parce que elle a une relation en fait de maître-élève qui est un peu toxique parce que du coup c'est un peu Ambessa qui amène Caitlyn vers ce côté, enfin, vers sa dictature, tu vois, son côté très, elle profite de la vengeance Ouais, de. clairement. Et je trouve que cet arc n'est pas conclu. Il est frustrant parce que t'as Mel qui est absente pendant quasiment la totalité de la saison et à la fin elle revient, elles font un 2v1 contre Ambessa et finalement c'est Mel qui finit par porter le coup de grâce à Ambessa Et pas Caitlyn. et pas Caitlyn, alors que je comprends, hein, t'avais cette relation aussi toxique où Mel devait sortir du carcan de sa mère, du carcan de la famille Medarda, et elle finit par s'en émanciper en tuant la mère. C'est un peu oedipien, mais voilà. Je comprends l'idée, mais du coup, aux yeux du spectateur, vu que 81% du temps écran qu'a eu Ambessa, c'était aussi avec Caitlyn, il y a eu cette relation qui s'est formée, et du coup, aux yeux du spectateur, bah, t'as l'impression que t'as un goût de pas fini. T'as une espèce de frustration où tu te dis, putain, c'est Caitlyn qui aurait dû. On a vu tout son parcours où elle se faisait entraîner dans ses côtés sombres, et là, on doit la voir porter le coup de grâce parce que on veut que elle s'émancipe de ça, elle sorte de ça. Ça va pas assez loin pour Caitlyn, selon toi. Elle aurait dû, c'est elle qui aurait dû porter le coup de grâce. Ouais, je pense. Et aussi, elle aurait dû avoir plus de, comment dire, plus de conséquences aussi dans ses actions. Genre, on n'en reparle pas qu'elle a commencé une dictature fasciste et qu'elle a fait un apartheid sur les Zoniens, genre. Est-ce que tu trouves qu'elle devient vraiment un dictateur ou pas? Parce que ça m'a pas dérangé, mais elle est assez soft quand même en vrai. Comment ça? Qui l'a pas fait après tout? Parce que genre dans la cinématique, enfin voilà, j'appelle ça une cinématique, dans la partie musique avec qu'il y a au début de l'épisode 4, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tu vois, où c'est en noir et blanc et tout, on voit qu'ils les mettent quand même dans des camps et tout. Ouais, en prison. Pas que en prison, ils font des ghettos carrément de Zoniens. Je sais pas si tu vois avec les espèces de murs de barbelés, même, ils les retirent même à la fin quand ils se combattent contre Victor. Ouais, si, oui. Enfin, c'est des espèces de herses comme ça. Ouais, ils croisonnent en fait. Ouais, voilà. Donc ils les mettent dans des, ils mettent les Zoniens qui ont rien demandé dans des ghettos alors qu'ils ont des familles et tout, tu vois. C'est vrai que c'est déjà pas. Et à la fin, je trouve qu'il y a pas de conséquences. Tu vois, par exemple, et même de comment elle s'est comportée avec Vi, elle revient en prison, elle claque des doigts et boum, la scène de broue de gazon c'est vrai que qui est super. Hein. Dans un monde réel, jamais elle arrive. Mais en fait, jamais elle arrive à ce moment-là. Exactement. Elle aurait été un épisode plus loin, elle aurait eu lieu. Ouais. Ok. Mais pas là. Et mais surtout pas là, à cet endroit. à ce moment-là, elle était mal passée en fait. Je suis 100% d'accord. Genre ta Vi, elle comprend à demi-mot qu'il y a sa sœur qui va se suicider parce qu'elle vient de partir de prison en disant ouais, je vais arrêter de faire du mal aux gens. Donc à demi-mot, tu comprends qu'elle va se foutre en l'air. T'as Caitlyn qu'elle a pas revue depuis des lustres et qui l'a trahi et tout, qui l'a maltraité, qui l'a jeté comme une merde, qui revient en prison, qui a démarré une dictature, etc. Et là, bam, elle lui pardonne immédiatement et elle se dit ça c'est le meilleur moment pour oui. Voilà. Je vais pas dire des mots qui sont pas corrects sur Twitch, je suis pas trop habitué. Compris. Voilà. Sans problème. Et en fait, un épisode plus loin, ça aurait été ok. Caitlyn, elle aurait dû avoir plus de conséquences, ne serait-ce que se faire crever l'œil et se faire poignarder par Ambessa. C'est un châtiment physique qu'elle a, ne serait-ce que ça. Et ensuite, après, la scène de pardon avec Vi. Mais là, elle est mal placée, la scène, je trouve. Je suis assez d'accord. Après, disons que pour récupérer une métaphore du monde réel, vu qu'il y a une guerre littéralement qui survient, bah on lui pardonne et on lui passe beaucoup de choses, elle a une immunité et mine de rien, c'est dans notre monde, ça se passe aussi comme ça avec certains politiques, quoi. En fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que, bon, à la limite, les conséquences
ok, c'est un peu facile, mais bon, on va dire pourquoi pas, mais en tout cas, dans quoi qu'il se passe, la scène est pas très bien placée. Parce qu'en plus, cette scène, honnêtement, elle sert pas à grand chose, donc on va dire, il l'aurait pas mise, ça aurait pas été dramatique. Après, je peux comprendre, parce que clairement, il y a une tension sexuelle entre Vi et Caitlyn depuis le début. Du coup, c'est un peu l'aboutissement. Je pense que sans cette scène, ça aurait peut-être été un peu frustrant du côté du spectateur. Pour avoir revu la saison 1, pour moi, c'était déjà le cas, en fait. Le fait qu'il y ait plus qu'un rapprochement physique entre les deux. Ouais, oui, c'est vrai. Je pense que c'est aussi pour le, disons, comment dire, l'entertainment. Tu vois, il y a eu une scène de cul, il y a eu une scène de cul entre Mel et Jace dans la saison 1. Ouais. Les gens aiment bien. Et du coup, là c'est la deuxième relation, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autres relations romantiques. Peut-être maintenant, si, peut-être Echo et... mais ils sont plus jeunes, du coup, ça serait bizarre de mettre une scène de cul, tu vois. Après, ils sont majeurs, hein, en soi. Ah ouais? Ils ont 19 ans. D'accord, ok. Ok, du coup, c'est pour l'entertainment. C'est vrai que donc, du coup, je suis en train de réfléchir à ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y aurait vraiment un autre personnage dont le traitement t'a un petit peu déplu, ou ce serait vraiment Caitlyn qui aurait la majorité de tes... pas critiques, alors, mais... il y a peut-être un truc. Je le comprends, c'est vraiment pour faire le pinailleur. Hein. Vas-y. Mais juste sur la fin avec Echo, parce qu'il a été amené dans un monde alternatif où on voit que Zone et Piltover se sont unis. Ouais. Parce que Piltover s'est concentré sur un progrès culturel, un progrès social, au lieu de se concentrer sur la Hextech, au lieu de se concentrer sur donc un progrès technologique. Tout le message et toute l'alternative que représente Echo, c'est justement ce progrès social. Et c'est ce qu'il représente depuis le début, même avec les Fireflies, là, son groupe voilà, un peu écolo, etc. Et à la fin, il bat Victor avec une création, avec un progrès technologique qui vient de ce monde alternatif. À contrario du message qu'il porte, tu vois, parce qu'il bat Victor en lui balançant de la Hextech dans la face, ce que je comprends, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien trouver une résolution à l'histoire, tu vois. Comment ils vont tuer un dieu? Faut bien trouver un truc fait avancer et qui débloque toute la situation. Mais voilà, c'est vraiment juste pour faire le pinailleur. Sinon, tout le reste de son évolution avec Jinx, toute la scène était incroyable. Mais sinon, ouais, le gros point faible, je pense que c'est Caitlyn, au niveau du développement de personnage. Est-ce que tu trouves que Echo, il est trop parfait ou pas? Tu trouves qu'il est trop parfait, toi? Après, vu que les autres ne le sont pas, tous les autres personnages, je me dis, si on a juste un dans une série, un rôle quand même plutôt secondaire, bah, il est moins important que d'autres personnages, franchement, ça va. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, c'est une critique que j'ai revue passer sur lui. Dis-moi. Bah ouais, en fait, il y a des gens qui aimaient pas ce côté-là, un peu... Ils le trouvaient un peu trop lisse, mais franchement, ça me dérange pas parce que tous les autres ne le sont pas, donc ça me choque pas qu'il y en ait un qui soit vraiment... Et puis c'est aussi un peu ça qu'il représente. Ouais. C'est cette alternative d'espoir, cette alternative positive. Donc si le personnage il se met à avoir un background avec des casseroles au cul ou qui se met à avoir des agissements qui sont moralement très gris, très imparfaits, c'est vrai que ça casse un petit peu l'alternative positive qu'il représente justement. Le revirement de Jinx, pour toi, il est plausible ou pas? Ouais, je trouve. Tu trouves pas? Si, mais quand même pour quelqu'un qui avait des problèmes mentaux aussi importants, ça paraît quand même rapide. Alors, c'est un peu rapide, mais en fait, on peut trouver une interprétation à ça. Hein. Moi, après, ça me fait chier parce que c'était mon personnage préféré de la série. On peut se dire que Silco avait une influence extrêmement négative aussi sur la psyché de Jinx. Tu trouves? Et que il l'emmenait, peut-être, et qu'il l'emmenait dans des travers encore plus, dangereux. Parce qu'il la faisait quand même travailler dans un cadre criminel et tout. Peut-être que ça n'arrangeait pas son cas, et que peut-être que sa mort était finalement un mal point bien dans sa psyché. Et que aussi le fait qu'elle ait quand même traversé un petit peu le parcours de Vi. Parce que du coup, j'ai bien aimé ça aussi, tu vois. Parce que les deux, je trouve qu'il y a eu un beau parallèle en fait entre les deux. Et pareil aussi pour Victor et Jace. Tu vois, genre Vi, elle se fait tège comme une merde, elle se fait frapper et jeter à la rue de la même manière que elle l'a fait avec Powder quand elle était petite. Et du coup, quelque part, elle comprend sa sœur, ça lui permet psychologiquement de se rapprocher d'elle. De l'autre côté, Jinx, elle trouve Isha. Et aussi, elle part en prison. Oui, elle va en prison. Et de l'autre côté, Jinx, elle trouve Isha. Et elle commence à avoir ce rôle de grande sœur pour Isha. Elle comprend finalement ce que Vi a vécu. Disons qu'il y a aussi ce truc de
châtiment. C'est que Jinx, pour ses mauvaises actions, bah, la punition, c'est qu'à la fin, le point culminant, c'est qu'elle a perdu Isha. Ce que tu as expliqué, d'un point de vue d'un scénariste, d'un point de vue d'un spectateur rationnel, ça fait complètement sens. Mais par contre, je me mets à la place de quelqu'un qui est malade mentalement. Parce que ça, c'est des choses si elle les rationalise pas, tu vois, ça marche pas en fait. Ouais, c'est vrai. Après, bon, peut-être que ça peut être une espèce de thérapie. Parce que si tu veux, dans toute la série, on en a beaucoup débattu avec Lou. C'est vraiment le truc que moi j'ai un peu du mal à acheter. C'est pour quelle raison elle rejoint Silco alors qu'elle vient d'assister au meurtre de sa sœur et de son père par Silco. Ouais, mais elle ne sait pas que c'est Silco. Mais elle le voit quand même parce que elle est juste à côté des événements. Parce que techniquement, son père, c'est pas Silco qui l'a tué, c'est elle. Enfin, il l'avait quand même planté, il le menaçait. Tu vois, il était pas là pour lui faire du bien, quoi. Et je pense que le truc qui est fatal et qui fait qu'elle a pété un câble et qu'elle a vu une figure de réconfort en Silco, c'est qu'ils étaient tous sur le point de s'échapper et en fait, ils sont tous morts à cause d'elle. Et là où sa sœur, qui était la seule survivante de l'explosion que elle a causée, oui. Bah, elle est sortie et elle lui a tout mis dans la gueule, elle l'a abandonné. Et du coup, je pense que de la part du personnage, il y avait un sentiment de culpabilité, d'abandon, un peu de haine envers sa sœur. Et tout ça, ça faisait un terrain fertile au fait qu'elle était un peu perdue et que quand Silco est venue comme une figure de réconfort, là où sa sœur venait de l'acheter comme une merde, elle l'a prise comme une figure de réconfort, puis après une figure paternelle. Mais on est d'accord que avant ça, elle avait pas vraiment de lien avec Silco. Non. Ouais, c'est chaud quand même. Franchement, ça fait vraiment genre, elle rejoint le premier mec qu'elle croise, quoi. Oui, mais en fait, c'est un peu ça, mais elle rejoint le premier mec qu'elle croise au moment où elle est la plus fragile psychologiquement. Ouais, je suis d'accord, mais franchement, si on justifie ça par la folie, à la limite, je veux bien. Mais je trouve que c'est un choix qui est vraiment peu rationnel, parce que tu viens de perdre, donc comme tu l'as dit, ton père, par ta faute. En tentant de le sauver, mais par ta faute quand même, ta sœur vient vraiment de te renier. En plus, tu vois quand même qu'il y a un gars qui traîne dans des affaires louches et qui est mêlé en fait à ce qui vient de se passer. Moi, je fuis, je reste pas du tout avec lui. Et après, tu vois, si en fait il l'avait récupéré peut-être dans une autre scène, encore une fois, tu vois, je trouve que c'est peut-être un poil trop rushé ça. Ouais, genre là, ok, ouais. C'est juste après, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça. S'ils avaient laissé un peu reposer le truc, explosion. Genre vraiment direct, elle va dans ses bras, quoi. Ils se sont jamais vus, je crois, avant. Non. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Mais bon, encore une fois, ils ont pas énormément d'épisodes, donc je comprends qu'ils doivent faire des choix aussi comme ça. Et j'aurais acheté, comme tu l'as dit, qu'ils la récupèrent peut-être après. Ils ont dû faire un peu d'épisodes, et je pense qu'ils ont effectivement joué sur le fait que, ouais, elle rejoint un inconnu, mais elle rejoint un inconnu pas à n'importe quel moment non plus, tu vois. Mais après, c'est des détails, tu vois, c'est pas foncièrement dramatique. Parce et que tu le d'ailleurs, comprends quand même, mais... Est-ce que, parce que du coup, on a quelques révélations, notamment dans les scènes de flashback de Vander, enfin oui. de Warwick. Oui. Est-ce que tu penses que Silco savait que Vi et Powder étaient les filles de son ami? Enfin, parce que c'était son ami, leur mère, tu vois. Bah oui, parce que je sais pas si tu te souviens, mais il y a une scène où la mère de Vi et Powder, elle met une musique au jukebox et elle danse dans le bar de Vander. Ouais. Et t'as Silco qui est en train de, je sais pas, de travailler sur un truc. Ils parlent tous les trois ensemble et à un moment, la mère, elle dit qu'elle est enceinte de Vi. Oui. Bah donc ouais, il le sait. Oui, mais est-ce qu'il sait que c'est elle après? Ouais, je pense. Parce que quand il revoit les gamines, genre 13 ans plus tard, tu vois, depuis, il s'est passé des choses, peut-être qu'il est pas au courant. Pour moi, il sait. Après, là, maintenant que tu me le dis, j'ai peut-être pas de preuves irréfutables, mais je crois là, comme ça, je dirais qu'il sait. En fait, il y a eu l'espèce de rafle qu'a fait Piltover. Oui, là où les parents sont morts. Là où les parents sont morts. Ouais. Chronologiquement, ça se passe où? Est-ce que ça se passe avant ou après que Vander défonce la gueule de Silco? C'est avant. Ou c'est au même moment? C'est juste avant. Ouais, parce que Vander, il le dit en fait. Il dit que la perte de son ami a été un événement très dramatique et que du coup, c'est aussi pour ça qu'il en est venu à une extrémité aussi néfaste envers son ami. Ouais, du coup, il y a moyen que Silco le sache. Je pense qu'il le sait quand même. Ah, parce qu'elles étaient déjà nées en fait. Les deux étaient déjà nés. C'est pour ça. Même... Du coup, ouais. Et puis en vrai, rien qu'avec les prénoms, tu
Tu vois, genre Vi, Violet, bon, normalement, il sait quand même. Du coup, ça veut dire aussi que quelque part, Silco, quand il récupère Powder, il sait que c'est la fille de son ami et qu'il a aussi un peu juré de protéger. Du coup, il y a ce truc-là aussi. Ah, mais par contre, honnêtement, c'est un personnage qui aime sincèrement Powder. Ouais, je pense que oui. Hein. Ah, ça, c'est indéniable et qui veut son bien durant toute la première saison. C'était mon personnage préféré. Je Silco. trouvais qu'il avait une écriture incroyable. Ouais, il était bien. Genre le moment où tu vois, t'as Jace qui propose on vous donne l'indépendance de la basse ville, en échange vous nous donnez Jinx. Silco il est en mode ouais putain l'idylle qu'on nous a promis est servi sur un plateau d'argent et tout, et il va se poser sur la statue de Vender. Ouais. Et il dit putain maintenant je te comprends mon vieil ami et tout. Là encore t'as ce délire de parallèle, c'est beaucoup écrit en parallèle, mais waouh, mais quel développement de personnage incroyable en fait. D'ailleurs, tu trouves pas qu'ils abusent un peu avec Jinx aussi, parce que genre je veux bien que elle soit devenue une menace entre guillemets avec le temps, mais genre qu'ils soient prêts à accéder à tous les souhaits de Silco juste en échange d'elle, c'est chaud quand même aussi. C'est devenu l'ennemi public numéro 1, c'est pour ça. Ouais, je dis pas, mais tu trouves ça justifié? En vrai, ouais. Avant qu'elle fasse sauter le truc du conseil et tout? Parce qu'elle en avait fait des saloperies quand même avant. Oui, mais je sais pas. Elle avait fait sauter des cargaisons sur les portails. Ah oui, non, puis elle a tué quand même pas mal de personnes et tout, c'est clair. Hein. Elle avait cumulé les attentats en fait. C'est aussi une promesse que Jace y fait. Tu vois, on sait pas si Jace c'est juste un membre du conseil. On sait pas si tout le conseil va accepter le truc ou à ce quoi. moment-là, c'est lui qui a la présidence quand même. Ah oui, c'est vrai. Mais après, oui, je pense que dans certains cas, il peut être destitué ou quoi, si vraiment il commence à faire des dingueries, il fallait y avoir des systèmes qui empêchaient ça, quoi. Mais Silco, banger, ce personnage est... Waouh. Non, en vrai, j'ai bien aimé aussi. Je t'ai demandé ceux qui ne t'ont pas plu dans la saison 2, mais maintenant, je vais aborder un qui, pour le coup, m'a beaucoup plu, c'est Vika. Insane. Ouais, franchement... La goutte. Sacré changement aussi. Mais la goutte ultime. Parce que déjà que sa relation change complètement avec Jinx, ouais. Suite à la mort de Silco. D'ailleurs, tu vois, il y avait des gens qui se demandaient si, est-ce que pour toi, elle est au courant que c'est Jinx qui a tué Silco? Moi, je dis que oui. Et si tu regardes... Moi, je crois que oui, mais je crois qu'elle le dit même. Bah voilà, il y a certaines de ses paroles où elle dit ah, tu vas me tuer comme tu l'as fait pour lui, ou un truc du style, donc... Quand elle affronte un des membres du gang, là, de l'espèce de rat, ouais. Je crois qu'elle dit ouais, c'est moi qui ai tué Silco, qui ai tué mon père, un truc comme ça. Ouais. Elle le dit, ouais. Donc, du coup, moi, je pense que... Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé que sa relation change complètement par rapport à Jinx. J'ai beaucoup aimé qu'elle reste aussi un code d'honneur. Elle suit un code d'honneur qui est quand même très poussé depuis le début de la série. Elle reste loyale aux valeurs de Silco depuis le début, en fait. Et elle reprend même les rênes de Silco. Ouais. Elle réussit à rassembler les gens de la basse ville autour de la figure de Jinx, mais c'est quand même elle qui réussit à faire le taf, tu vois. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Même son ascension jusqu'à un poste de conseiller à la fin, même si je trouve que c'est un poil léger. Pourquoi? Je trouve que... Attends, j'essaye de trouver une comparaison qui soit pas trop indécente. Tu trouves que c'est trop rapide comme ascension? Non. Je trouve que c'est trop léger, en fait, que genre... Il y a beaucoup de viewers sur le live. Non, mais après, je vais quand même le publier sur YouTube, donc pas trop de dinguerie. Imaginons que demain, après, 40 ans de prise de territoire et de guerre et de massacre, c'est Israël qui décide de donner une place au gouvernement à un Palestinien. C'est très léger, quand même. C'est léger. C'est genre... À la limite, tu vois, s'il y avait eu, je sais pas moi... 2-3, il aurait fallu 3 personnages. Et Echo, qui représente cette alternative de progrès social pour Piltover. Echo et Zeka, il aurait dû y être, Echo, au conseil. Clairement, je me suis demandé à la fin, mais pourquoi il y est pas? Echo, Heimerdinger et Sevika. Pour moi, c'était les 3 qui auraient dû être, à la fin, rajoutés au conseil. Et tu vois, juste donner à Sevika ce poste, c'est bon... D'accord, mais est-ce que Sevika va faire le poids face aux 6 autres mecs de Piltover qui sont toujours les mêmes bourges qu'avant, quoi? Dis-moi. J'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont elle a évolué sur les 2 saisons. Est-ce que tu trouves que Vi est assez représentée dans la saison 2? Beaucoup se plaignent qu'elle n'ait pas assez de temps d'écran, qu'elle est laissée un peu de côté. Est-ce que tu trouves que c'est le cas? Oh non, pas trop. Bah moi je ne trouvais pas forcément que non plus, mais... Ouais. Je trouve que... Et puis elle a aussi été
beaucoup, elle a eu énormément de temps d'écran dans la saison 1. Enfin, Oui, bah ça, normal en même temps. ça compense un peu, elle en a peut-être un peu moins, mais sinon je trouve qu'elle est bien développée. Son histoire, l'histoire qu'elle a racontée, ça se passe. Son développement est correct. Voilà. Tu trouves qu'elle se remet trop rapidement de sa période de consommation d'alcool excessive ou pas? C'est-à-dire qu'on le voit très peu à l'écran, son côté, son côté alcoolo. C'est une séquence musicale, en fait, où on la voit consommer de l'alcool. C'est assez rapide. Si on l'avait vu être genre alcoolique sur 3-4 épisodes, et que d'un coup elle arrête, ok. Mais là, on a eu une séquence musicale de 3 minutes. Bon, moi, ça me choque pas tellement. Donc, au niveau de la mise en scène, je trouve que un, c'est pas super. un petit écart temporaire, quoi. Ouais, voilà. Ok. En vrai, ça peut être un moment de détresse passager et ça veut pas forcément dire qu'elle est devenue alcoolique. Donc, franchement, ça se tient. D'ailleurs, j'ai bien aimé son nouveau look dans la saison 2. En mode, ouais, genre avec les cheveux noirs et tout. En mode biker, incroyable. Un peu. Ouais, même sa veste, sa veste, elle est incroyable. Ouais, la veste avec, tu vois, le perfecto en cuir avec les pics et le chien à l'arrière, là, le cerbère. Oh, insane. Bah en plus, quand après tu vois à quoi ressemble leur père maintenant, tu te dis en plus que... Enfin, je pense que le parallèle, il est pas anodin, quoi. Ouais. D'ailleurs, lui, qu'est-ce que t'en penses dans la série Incroyable, jusqu'à l'épisode 8. En fait, j'ai trop kiffé le développement en mode c'est la bête... il lutte, tu vois, la lutte entre la bête et l'homme. Et voilà, la séquence avec, tu vois, la musique Remember Me, où tous ses souvenirs sont effacés. Elle m'a donné presque les larmes aux yeux. J'ai trouvé magnifique. Je trouve aussi que, de toute façon, c'est le segment le plus émotif pour moi de toute la série. Mais aussi, quelque part, le plus con, parce que du coup, dans la bataille finale, ça enlève tous les enjeux autour de Warwick. Pourquoi ? Parce que du coup, tu sais qu'il n'y a pas possibilité que ça revienne en arrière. C'est plus Vander, c'est une poupée au service de Victor. Oui, mais après, ça reste quand même un ennemi très puissant à abattre. Donc, ok, t'as plus... Oui, mais il n'y a plus l'enjeu émotionnel. Mais en même temps, d'un côté, c'est normal, parce que sinon, ça veut dire qu'il le répète de la même manière. C'est vrai. En fait, je peux comprendre les deux. Ok. Ça a donné lieu à une très belle séquence quand même, hein, le montage où tu vois tous ces souvenirs qui brûlent. En plus, les paroles de la musique sont tellement raccord avec le personnage à ce moment-là, tu vois. Est-ce que tu trouves qu'ils ont abusé d'ailleurs à le faire revenir 2 fois ? Moi, ça me choque pas personnellement. Non. Ouais. Oh, non, je trouve ça va. Genre, ouais, ça va avec les pouvoirs un peu divins de Victor. C'était aussi un peu la clé pour la glorieuse évolution, si j'ai bien compris. Enfin, mais bref. On est d'accord que il a récupéré du coup le corps de Vander déjà dans la saison 1. Ouais. Parce qu'il travaillait pour Silco, en fait, donc il était là. Ouais, il l'a récupéré tout de suite là. Et après, il a commencé ses expériences, oui, parce qu'à la fin de la saison 1, on voit déjà qu'il a, entre guillemets, le prototype de prêt. Ouais. D'accord. Et toi, d'ailleurs, lui, Gauthier... Ouais, très bon personnage aussi. Hein. Il a tout réussi, en fait. Genre, c'est à cause de lui. Le Shimmer, Victor, Warwick, c'est lui qui a foutu la merde dans tout. Et à la fin, il réussit à ressusciter sa fille. Que demande le peuple? Genre, enfin, on sait pas trop ce qu'il advient de lui après, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc ça se trouve, il y a une contrepartie quand même. De toute façon, c'est toujours difficile à dire. Mais pour toi, qui a pris le contrôle de la faction qui était représentée par la mère de Mel? Ah, ouais, c'est vrai que c'est difficile à dire, mais je dirais Mel. Ok, bah techniquement, il est sous les ordres de Mel alors. Ou alors il a repris son indépendance. Je pense que vu que Ambessa est morte, ouais. Je dirais qu'il a repris son indépendance. Bah alors lui, il est vraiment bien, ouais. Bah ouais, vraiment, il se casse en toute sécurité, quoi. Il s'en va, t'as un petit farfadet, t'as un petit fourbe. Mais non. Et en fait, on sait qui reprend. Mais oui, on sait qui reprend. C'est pas Mel, c'est Jericho Swain qui reprend les rênes de Noxus. On le voit même à la fin, avec son corbeau à 3 yeux. C'est un personnage de LoL, je sais pas si tu vois. C'est un mec qui a un... juste de nom. Il a un bras magique et des ailes de corbeau, enfin il a des pouvoirs de démon, et il peut contrôler des corbeaux à 3 yeux qui sont un peu ses mouchards. Mm-hmm. Et du coup, on le voit, donc je suppose, et on voit aussi des troupes, des bateaux noxiens en fait. Donc je suppose que c'est lui qui reprend les rênes là où, ouais, y a moyen. Où Medarda. Est-ce que d'ailleurs, elle, tu l'as trouvée trop abusée ou pas? En vrai, ouais, elle était bien badass.
Elle était peut-être un peu en mode stéréotype du bourrin. Quoique, il y avait quand même ce truc que j'ai trouvé pas mal de j'ai dû sacrifier mon enfant pour protéger l'autre. Ouais, non, franchement, ça va. Et d'ailleurs, cette partie avec la rose noire, utile ou pas pour toi? Bon, on en avait déjà discuté un petit peu, je trouve que c'est pas super utile dans l'intrigue. D'autant plus que, comme je te l'ai dit, ça vient parasiter, je trouve, l'intrigue entre Caitlyn et Ambessa. Mais après, le problème, c'est que si tu l'enlèves, tu fais quoi de Mel, en fait? c'est ça le truc. Déjà, tu fais quoi de Mel? Parce que c'est vrai que, du coup, elle aurait pas été très utile dans la saison 2 si elle avait pas eu ses pouvoirs magiques, clairement. Parce que du coup, là, elle a plus une place politique ou quoi, comme elle l'avait dans la saison 1. Et je comprends le fait que ça donne un tremplin vers, du coup, la potentielle série ou saison sur Noxus. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Donc franchement, je crois que ça m'a pas trop dérangé. C'est pas indispensable, mais c'était pas, je vais pas chier dessus. Ouais. Et puis, ça c'est un truc aussi, j'ai pas mal réfléchi, tu vois. Je me suis dit, si c'était concentré sur les différences sociales, donc entre la ville basse et la ville haute, mine de rien, c'est quelque chose qu'on a déjà pas mal vu dans d'autres œuvres. Je pense à Gunmu, je pense à Equalizer, je pense à... même dans Doro et Doro, t'as un peu aussi ce système avec le monde des mages et celui dans la fosse, c'est ça s'appelle comme ça dans Doro et Doro Ouais, je crois le trou ou la fosse. La décharge, je sais plus. Ouais, mine de rien, c'est un truc que tu vois assez souvent. S'ils étaient vraiment partis sur ce côté, on va développer à fond les différences sociales, et uniquement ça, au final, ça aurait pas été très original. Alors que là, ils sont partis, donc ils l'ont fait aussi, parce que ça reste important dans la série, mais ils sont aussi partis, genre, sur, comme tu l'as dit, le fait d'utiliser la science et de la mêler à des choses parfois auxquelles il ne vaut mieux pas, donc dans ce cas-là, c'était la magie, et comment ça peut devenir une chose que tu ne contrôles plus. Et du coup, le fait que Mel soit liée à ça aussi, de par l'acquisition de pouvoirs magiques et tout, franchement, et qu'en plus elle s'en sert d'une manière différente de Victor au final. Ah, j'ai bien aimé, tu vois. J'ai trouvé que, en fait, c'est le truc que j'ai vraiment kiffé dans les pouvoirs magiques et dans l'arc de la Rose Noire. En fait, je trouve que ça étoffe et ça englobe le truc dans un tout cohérent. Parce que tu comprends que ces pouvoirs magiques viennent de l'arcane, mais que c'est une utilisation différente de la Hextech. Parce qu'elle est naturellement sensible à la magie. Et le simple fait de mentionner que c'est lié à l'arcane, genre Victor, il ressent les perturbations dans l'arcane causées par Mel, etc. Ce simple fait, ça englobe le truc dans tout le récit et ça le rend plus cohérent. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette direction qui a été prise surtout dans la saison 2. Donc là-dessus, je trouve vraiment que c'est un point fort de la série, et puis c'est vraiment raccord avec le monde de League of Legends. Genre ça a permis de le singulariser par rapport à ce qui a été fait par d'autres auteurs, et là-dessus j'étais complètement d'accord. Et tu vois, quand tu me l'avais expliqué un peu comment Victor, pour le coup, il change beaucoup quand même dans la saison-là, en fait j'avais un peu peur au début. Mais au final, ça passe très bien. Hein. Ah oui. Franchement, c'est nickel. Ouais, franchement, genre, y a aucun moment où je trouvais que ça dénotait vraiment, ou que je commençais à trouver ça pas trop crédible, ou... Non, franchement, j'achète. Puis le truc, c'est que je trouve vraiment qu'il faut souligner, c'est que ils ont réussi, je trouve, avec quand même pas mal de brio, à mêler une histoire genre politique, un peu géopolitique, de conflits social, tout ça, avec des histoires personnelles, des intrigues familiales, et en même temps, donc c'est deux trucs qui sont vraiment très terre à terre et qui demandent beaucoup de développement, et en même temps, avec un délire mystique. À la fin, le dernier épisode, premier épisode, j'ai vu un mème, c'était first épisode, faire un cambriolage, dernier épisode, tuer un dieu. Et genre, je trouve qu'ils ont réussi à mêler le tout. Waouh, quoi. C'est vrai, à aucun moment tu te dis, putain, le fait que Victor il devienne dieu, ça sort du carcan de la série. D'ailleurs, selon toi, est-ce que c'est Victor du futur, donc du futur alternatif qu'on a vu, qui a amené Jace dans cette réalité précise pour que Jace arrête Victor du passé? Et est-ce que c'est aussi lui qui aurait du coup amené Echo dans cette réalité alternative où la Hextech n'a pas été créée pour qu'il crée la Hextech et l'utilise contre Victor?
Est-ce que c'est le Victor du futur qui a fait ça? C'est une question difficile. Ah, peut-être, hein. Et je viens d'y penser seulement maintenant. En fait, en parlant, je me suis dit, mais attends. En fait, dans un sens, j'ai envie de dire oui, parce que sinon, ça voudrait dire que c'est un pur hasard et c'est un peu chaud. Parce que autant que Ouais. Echo, ok, il n'est pas le choix, tu vois, il doit recréer la technologie pour sortir de cette réalité. Bah, en fait, ok, j'achète. Par contre, que par pur hasard, Jace, il se retrouve dans le monde où c'est vraiment parti à l'extrême, là, c'est un peu gros. Donc, tu pourrais te dire qu'effectivement, c'est le Victor du futur qui prévoit tout ça, en fait. Je pense que de toute façon, dès qu'il y a des voyages temporels, bon, tu peux faire... Et surtout, voilà, quand on arrive à ce degré de puissance, comme tu dis, où il contrôle tellement de choses, bon, les limites physiques, elles sont... de toute façon, elles sont plus vraiment là, mais c'est pas grave, en fait. Si le ressort central de la série, ça aurait été autour de ça, je crois que là, ça m'aurait déplu, parce que j'aurais dit, on arrive dans un délire cosmique où, de toute façon, il n'y a plus rien qui prend vraiment de sens, parce qu'il n'y a plus d'enjeu, mais vu que c'est plus un truc annexe qui vient perturber l'élément central de la série et que tout n'est pas focalisé là-dessus, j'ai trouvé que ça, franchement, ça se mariait plutôt bien. Même quand Vi et Warwick et Jinx, ils vont dans l'espèce de secte, et Isha aussi, ils vont dans l'espèce de hameau là, qu'il a créé Victor. Ouais, ça c'est vraiment bien. Ouais, Vraiment bien. D'ailleurs, c'est une petite question que j'ai pour toi. Si Jace ne revient pas du coup de sa réalité pour mettre le coup de marteau à Victor, est-ce que pour toi il arrive à sauver Vander ou pas? Alors, en vrai, connaissant la série, tous les personnages ont souvent des destins tragiques. Oui. Du coup, connaissant la série, il y aurait eu un moment ou un autre où ça aurait pété avec les soldats de Noxus, sûrement, et où Vander aurait pété un câble, et où Isha se serait sacrifiée à ce moment-là. Donc pour toi, c'était inéluctable, quoi. Bah, il y a un côté presque comme ça. Hein. Ouais, mais imaginons qu'il lui redonnait forme humaine. Là, ouais, c'est autre chose. Ok. Ça dépend du timing, tu vois. Mais après, c'est que des suppositions. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que je me suis déjà fait la réflexion de si Jace n'était pas intervenu quelque part, Victor n'aurait jamais eu cette réflexion qu'il a eue sur la glorieuse évolution, etc. Parce que c'est juste après ça te fait tuer que finalement il dit ouais, les humains ils sont remplis de haine, il faut, enfin, qu'il finit par adopter cette façon de penser. Parce que si Jace avait rien fait, il aurait sûrement réussi à soigner Warwick. Il aurait sûrement réussi, enfin, il aurait pas eu ce genre de façon de penser, il n'aurait pas parachevé la glorieuse évolution et pas essayé de tout détruire. Enfin. Et pour toi, il était proche de la limite de ce qu'il pouvait accomplir en termes de... Parce que ça, à un moment, ils le disent aussi. Peut-être aussi. Okay. Peut-être aussi. Ce qui aurait peut-être... C'est peut-être quelque chose qui nous met... c'est peut-être un indice qui nous met sur la piste que, ouais, ok, même si Jace n'aurait pas fait ça, il y aurait eu un moment où il serait arrivé à court de pouvoir, en fait. Et qui serait arrivé et ce moment, ça aurait précipité sa chute et ça aurait fait que tous les événements... En fait, c'était peut-être soit ça se serait passé comme ça s'est passé dans la série, soit Victor, au bout d'un moment, serait mort et aurait entraîné, bah, du coup, avec lui, tous ses disciples, mais du coup aussi avec lui Vander, qui serait peut-être devenu Warwick. Et là, vois, quelque part, ouais, on serait revenu à... sauvage. Ouais. Ça aurait précipité, forcé les soldats de Noxus à ouvrir le feu, etc. Ça aurait entraîné à nouveau une espèce de cycle de haine avec Jinx, etc. Donc peut-être que, ouais, il y a ce côté très fataliste. Hein. Et justement, le fait qu'on visite des réalités différentes ou des univers parallèles, qu'est-ce que t'en penses? Genre, c'était obligatoire ou pas pour toi? Pas un grand fan de multivers, mais... Là, je trouve que c'était pas dérangeant parce que c'était juste ce qu'il faut pour le développement des personnages, en fait. Plus pour Jace que pour Echo, on va dire. Encore plus pour Jace. Que Jace, finalement, là aussi, t'as un parcours qui est... Là où dans la saison 1, Jace, c'était un peu l'homme du progrès à Piltover. C'était genre de man of the situation. Et où Victor était totalement dans l'ombre, à moitié handicapé et tout. Bah là, c'est totalement l'inverse qui se passe. Victor devient Jésus à Zone. Et de l'autre côté, Jace, qui est propulsé dans une réalité alternative, se pète la jambe, il est obligé d'utiliser son marteau comme une canne, comme Victor il le faisait, donc est totalement relayé dans l'ombre, on ne le revoit plus. Donc tu as cette inversion, et justement, ça permet d'un côté à Victor
d'avoir ce développement qui l'amène finalement à devenir cette espèce de dieu, tu vois, galvanisé par ce progrès technologique, en fait, qui l'amène à penser que l'être humain, finalement, a besoin d'une perfection, tu vois, d'une évolution. Et de l'autre côté, bah, tu as ce progrès qui permet à Jace de mieux comprendre Victor et de comprendre que ouais, on n'a pas besoin de la Hextech, que c'est son imperfection qui fait, c'est l'imperfection dans la vie qui fait la beauté des choses en fait. Donc ouais, je pense que, enfin, je sais pas, et même pour Echo, bon, pour Echo, pareil, ce délire avec le progrès social, tout ça. Je trouve que c'était pas dérangeant le fait qu'ils étaient dans des réalités alternatives. C'était juste ce qu'il fallait pour qu'ils évoluent en fait. D'ailleurs, quand même, un truc que je me suis dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui sont quand même vachement balèzes pour construire des trucs. Genre Echo et Jinx. Ouais, quand même. Après, Jinx, depuis le départ, elle est vachement balèze pour construire des trucs, et Echo aussi, hein. Ouais, c'est vrai, mais je trouve que ça fait beaucoup quand même. Genre, c'est tous des scientifiques, genre, géniaux, quoi. Bah, un peu, c'est vrai, un peu. Mais bon. Mais après, ça sort pas de nulle part non plus, tu vois. Parce que depuis toute petite, Echo, Jinx, elle construisait des bombes, des choses comme ça. Et là où la Jinx qu'on connaît, elle a mis ça au service de juste la destruction, elle construit que des armes. Ouais, dans cette réalité, c'est pas forcément le cas. Dans cette réalité, c'est pas le cas, parce qu'elle est pas devenue complètement tarée. Et Echo, il a construit cette espèce d'invention. Ouais, c'est lui, je crois, l'overboard qui justement utilise l'air hyper lourd de zone pour pouvoir voler et tout. Donc lui aussi, il est très intelligent. Ouais, il sait faire ça. Bah après, ouais, non, c'est vrai, je sais pas. Genre, le gars, c'est pas un ingénieur, quoi. Peut-être qu'ils doivent se débrouiller dans Piltover, dans Zone depuis le début. Ah, je dis pas, mais il est bouillant, quand même. Il est bouillant. Il a réussi à construire une machine à remonter le temps, tu sais. Je savais pas qu'il y avait l'école des mines, tu vois, dans Zone, quoi. Mais bon, après, non, mais de toute façon, c'est une série. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ils ont fait Bac plus 12. Ils sont chauds. Bac plus 12, ils sont bien chauds. À deux, en une semaine, ils ont réussi à construire une machine à voyager dans le temps. C'est sympa. À côté, Vi, c'est vraiment une bourrin, tu vois, genre elle tape des mecs, quoi, mais c'est tout. C'est une beauf redneck, alcoolique, qui fait des combats de gang. D'ailleurs, pour toi, ton combat favori dans la saison 2, ce serait quoi? What the fuck, c'est trop difficile. Parce qu'il y en a pas mal des biens, hein. Ouais. En vrai, visuellement, j'ai grave kiffé le combat Sevika contre le rat, là. C'est mon préféré aussi. Il est incroyable, hein. Bah, en vrai, avec la musique, le bras qui fait du gambling, là. Ah, ça, c'était incroyable. Franchement, de toute façon, que ce soit la saison 1 ou la saison 2, l'animation, bon, tu vois, là-dessus, je vais passer rapidement parce que c'est impeccable, quoi. Enfin, il n'y a rien à dire. Bah non. C'est tellement parfait. Ouais, il n'y a rien à dire. Clairement, c'est... Ouais, même le combat final, il est hyper beau quand tu vois Victor sous sa forme de dieu géant là, dans la dimension de l'arcane. C'est magnifique. Ah, en plein les yeux. Comme tu as dit, c'est un sans faute, hein, parce que ce soit le premier combat Caitlyn, Sevika, Jinx, Vi, il est vraiment sublime, tu sais, dans là où il y a les ventilateurs et tout. Tous les apparitions et les combats de Varvi qui sont vraiment incroyables aussi. Le combat, la guerre de fin, incroyable. Est-ce que j'en ai oublié? Oui, j'en ai oublié, mais ouais, bah toutes les bastons de vie sont toujours aussi impressionnantes avec les gants et tout. Sans faute. C'est du 20 sur 10, c'est un sans faute absolu, l'animation. C'est vraiment un bonbon, quoi. Visuellement, c'est... Ah oui, non, mais tu prends plaisir. Hein. Ouais. À côté de ça, t'as des animés comme Blue Lock. Je sais pas si t'as déjà vu. J'ai jamais regardé. Je connais, hein. Tu vois, je sais de quoi ça parle et tout, mais j'ai jamais regardé. Parce que genre, c'est pas animé. Genre, tu passes genre 13 secondes sur un mec qui est au ralenti. Genre, tu sais, c'est un peu du parallaxe comme ça, tu vois. Ouais. Un peu au ralenti, genre de la pseudo-animation où t'as un texte mental intérieur. C'est vraiment nul à chier. Non, du coup, je pense que ça fonctionne pas, mais... Même budget. On fera un live ensemble si t'es chaud sur Last Man. Vas-y, mais faut que je regarde. Mais regarde tranquille. Mais si tu veux, pour te donner un peu une idée de ce que c'est, en fait, à la base, c'est un roman graphique / manga français. Il y a eu une première série qui a fait un préquel, et la saison 2, ça se situe après la saison 1, mais avant le manga toujours. D'accord. Et tu vas voir que dans ce monde-là, eh ben, je trouve qu'il y a certaines similitudes avec Arcane. Ouais. Oh, je te jure. Parce que, attends, des souvenirs que j'en avais, Last Man, c'est pas genre t'as une ville super géante
t'as la criminalité un peu partout. Et du coup, le seul moyen de gagner ta vie, c'est de te taper sur la gueule. C'est ça, non? Bah en fait, je vais te dire quelques points qui pour moi sont un peu similaires. Donc comme tu l'as dit, déjà, c'est une ville où il y a vraiment une démarcation entre les quartiers riches et les quartiers pauvres. Dans les quartiers pauvres, t'as une drogue qui circule et qui transforme les gens. Ok. T'as un monde magique qui existe en parallèle. Ok. De ce monde-là, alors j'ai pas envie de tout spoiler parce que ce serait dommage, mais t'as des interactions qui vont se faire aussi avec le monde réel. Il va y avoir Ok. des passages pour passer de l'un à l'autre. Après, j'ai peur de trop te spoiler, mais disons que Ça a t'as... l'air incroyable. Ah ouais, non, mais je te jure. Et tu vois un peu l'arc de Victor, ben, t'en as un qui est un peu similaire dans la fin. No way. Alors, J'ai envie de voir. il est pas aussi poussé, mais il est quand même... Enfin, c'est quand même déjà... En mode un délire d'ultra évolution, comme ça, il devient Tout à quasiment fait. divin. Ah, Tu veux une autre similitude? ouais, dis-moi. Tu vois ce que recherche à tout prix Singe, de ressusciter sa fille. Ouais. Dans Last Man, c'est un gars qui veut ressusciter sa femme à tout prix. Ah, ouais, ok, ouais. Ouais, ça va me plaire, je pense. Ah, mais de sûr, absolument. Mais de toute façon, tu verras, regarde tranquille, on en parlera, mais il y a certaines... Ouais, tu peux faire certains rapprochements entre les deux, tu vois. Genre, même Vi, elle a un personnage dans Last Man qui colle pas mal. Ouais. Ouais, je te jure, genre Caitlyn, elle a aussi un personnage qui pourrait ressembler un petit peu. Après, t'as des archétypes, hein. Ouais, c'est vrai. Genre, je crois que c'est en 20 catégories qu'on peut classer toutes les histoires C'est vrai. au monde. Donc ouais, forcément, t'as des structures narratives qui se rejoignent. Hein. Toute la première saison, c'est des épisodes très courts, de quelques minutes, donc ça se regarde vraiment très bien. Ok. Et par contre, la saison 2, c'est des épisodes plus longs, mais il y en a beaucoup moins. C'est court, hein. Ouais, mais tu vois, c'est ça aussi qui est très bien, c'est qu'elle est hyper bien rythmée. Genre, vu qu'elle est assez courte, elle est très intense. Et très drôle aussi. Comment tu trouves l'humour dans Arcane? Bien dosé pour toi? Pas assez? Honnêtement, je trouve qu'il n'y en a pas. Ouais, je suis d'accord, mais ça manque pas en fait. Je crois que je suis Ouais, content que tu en ouais. aies pas. Bah, ils ont tous une vie de merde, donc bon. En fait, non, si. Il y en a un, et il y a un seul personnage qui incarne tout l'humour de la série. C'est Heimerdinger. Il est grotesque, il est trop drôle, trop mignon, avec sa chanson là, au ukulélé. Il y a un truc qui m'a fait énormément rire. Si, il y a une pointe d'humour quand même. C'est le montage. Je sais pas si t'as fait gaffe au montage dans l'épisode 7 de la saison 2. Donc l'épisode des univers parallèles. Il y a Jace qui donc se pète la jambe avec le marteau et il tombe et tu vois sa tête qui heurte le sol. Ouais. Le cut juste après, c'est un match cut sur une baie qui tombe sur un pancakes. Et Non, ça, genre, je me rappelle pas. je suis sûr que le match cut, ils l'ont fait exprès, Ah tu bah vois. oui, c'est obligé. C'est hilarant. Ils l'ont tellement disrespect à ce moment-là. Et ouais, il y a un petit peu d'humour avec Heimerdinger et je trouve que et on le voit pas trop, tu vois, donc c'est bien dosé. Il y a un peu cet humour, ouais, il est un peu mignon, c'est une petite boule de poil, quoi, c'est ça. Je reconnais que l'écriture est quand même très bonne, hein, parce que la plupart des personnages ne sont pas manichéens. Hein. Bien sûr. En tout cas, les personnages principaux, ils ont chacun des objectifs qui sont quand même valables. Donc ça peut se comprendre qu'ils se liguent les uns contre les autres ou alors qu'ils se rassemblent. Je suis assez d'accord avec toi, hein, l'écriture est quand même vraiment très bonne. Surtout, ce qui rend l'écriture et les personnages, je trouve, hyper réels et humains, c'est qu'ils font tout le temps des choix imparfaits. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que leur choix, il va dans le sens d'une sorte de destinée scénario. Ouais, je suis d'accord. Et eux, c'est leurs choix qui, la plupart du temps, sont chaotiques, qui engendrent les événements pourris qui forment le scénario, en fait. Ouais, et c'est pour ça qu'il y a un côté très dramatique, très fataliste, parce qu'en fait, tu te dis, mais attends, tout ce qui se passe, c'est de la faute des personnages. Ouais, tu sens pas qu'il y ait une main au-dessus de tout ça qui, en gros, manigance tout pour que tu aies une histoire au final. J'avais des amis à moi qui s'étaient un peu... Vas-y, dis-moi. Qui s'étaient un peu plaints des environnements, comme quoi ils étaient peut-être moins variés que dans la saison 1. Bah au final, ouais, moi je suis un peu comme toi, je trouve pas forcément que ce soit le cas. Ouais. C'est vrai qu'on voit moins Piltover, mais d'un autre côté, on voit les paysages là, de Noxus dans l'arc de la Rose Noire. Et puis, les plans dans l'arcane, dans la dimension de l'arcane, what the fuck, mais ils sont incroyables. Ouais, vraiment bien. Un peu plus claustrophobe, tu vois, parce qu'on est souvent dans des tunnels ou dans des endroits cloisonnés. À part, comme tu dis, dans certains plans avec l'arcane et tout. Mais franchement, même là-dessus, j'ai pas senti une lassitude ou quelque chose comme ça.
Donc, ouais. J'ai regardé une interview des showrunners de Arcane. En fait, ils expliquaient leur écriture en disant ils avaient un cercle, en fait, un petit cycle. Ils expliquaient qu'en fait, les personnages, ils avaient un besoin, que les besoins, leurs besoins étaient, enfin, besoin slash, c'est un objectif qui est explicite et t'as un besoin qui est implicite chez le personnage. Du coup, il y avait ça. T'avais un obstacle. Du coup, ça contrait le besoin pour détourner l'obstacle ou voilà, surmonter cet obstacle, et ça amenait à une solution. Et la plupart du temps, vu que les personnages faisaient des choix imparfaits, cette solution amenait à une situation qui était encore pire, amenait à un twist. Et ce twist amenait à un nouveau besoin. Et c'était ça, tout le cycle, ou du moins une modification du besoin. Et ça, c'était tout le cycle de la série, ce qui explique pourquoi c'est tellement organique et t'as l'impression tout le temps que tout est dû au personnage, en fait. Que, voilà, il n'y a rien qui est vraiment dû au hasard. Je trouvais ça super intéressant. Est-ce que tu trouves que des fois, les dialogues sont trop pompeux? Non. Non, ça va. Tu trouves? En fait, entre certains personnages, ça me choque pas. Genre que Jace et Victor, ils aient ce genre de dialogue, c'est tout à fait normal. Parce que c'est des scientifiques de renom et tout. C'est vrai que des fois, peut-être qu'entre Vi et Jinx, c'est pas forcé, parce qu'encore une fois, je pinaille, hein, vraiment là, c'est dans le détail. Mais je me demande si les deux sœurs, elles se parleraient vraiment comme ça, en fait. Ouais. Je sais pas. Genre, dans quel épisode, par exemple? Bah, notamment quand elle décide de s'enfuir de la prison et de mettre sa sœur à la place. Et qu'elle lui dit justement qu'elle va casser le cercle et tout. Oui, ouais, ok, c'est un peu mélodramatique. Un peu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux. Mais après, ça va avec le mood du personnage à ce moment-là, tu vois. C'est vrai aussi. Ouais, elle vient de se couper les cheveux. Non, attends, elle s'est coupé les cheveux ou pas? Non, elle s'est juste lâché ses tresses. Ouais. Elle est en pleine rechute de mentale. Elle va se foutre en l'air et tout. Donc ouais, ça va avec le truc. Ouais, je suis un déchet. Je suis horrible. Je crée que des problèmes. Bientôt, tu seras débarrassé de moi. Enfin. Pas faux. Ouais, ça va un peu avec le truc, le délire. Mais c'est vrai que le moment-là est un peu mélo. Mais ouais, banger quand même, la saison 2. Mais en fait, moi, je trouve qu'elle a, comme je t'ai dit, 2-3 petits défauts d'écriture. Mais je l'ai plus kiffé que la saison 1 parce qu'il y a encore plus ce délire magique. Tout l'arc de Victor. Ouais, tu sais, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord que je reviens à ce que j'ai dit au départ. Mais ouais, c'est vrai que la magie dans la série est vraiment un point fort. Parce que sinon, on tomberait sur des choses que j'ai déjà vues, que je connais un peu, et ça met vraiment complètement à part. Et le système de magie, enfin, il est tellement bien foutu. T'as un système de magie dure avec comment dire, avec le shimmer, puis un système de magie abstraite avec l'arcane, et à la fin, t'as Victor qui, du coup, si j'ai bien compris, parce que ça, c'est une partie que je crois que j'ai pas super bien analysé. Si j'ai bien compris, en gros, à la fin, t'as Victor qui mélange ces deux systèmes de magie, de l'arcane donc qui vient de la Hextech avec ce côté technologie magie, et aussi avec le shimmer et la Chemtech qui vient du shimmer et de Warwick. Pour moi, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est pour ça que Warwick est aussi important. Et qu'en gros, voilà, il mélange la Hextech et la Chemtech pour aboutir à cette évolution finale et ce mélange à la fois parfait de l'homme et de la machine, mais aussi de la magie et de la technologie et de ces systèmes de magie différents. Et j'ai trouvé ça tellement cool, ça rend le tout tellement cohérent, ça englobe trop bien le truc. Après, bon, tu vois, pareil, j'ai revu la saison 1, donc forcément c'était frais dans mon esprit. Mais je me dis, pour les gens qui ne l'ont pas revu avant, des fois c'est... Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un système assez compliqué, parce que de base, ils ont créé donc la Hextech, puis les Hex-Gems, qu'ils ont ensuite fusionné avec le Shimmer. À côté de ça, t'as tout le délire Chemtech. Donc c'est vrai que si t'as pas tout ça en tête, ça fait beaucoup de choses, mais au final, je trouve ils ont créé la Hextech, puis les Hex-Gems. Ouais. Genre, attends, la Hextech, c'était les petites boules imparfaites là qu'ils ont volées dans l'épisode 1. Ouais. Ok. Puis ensuite, les Hex-Gems, c'est les boules, les perles totalement rondes. Ouais. Ok. Ensuite, ils ont créé, de mémoire, ils ont créé le cœur Hextech. Oui. Donc l'artefact, là, l'espèce de truc qui ressemble à un prisme, là. Ouais. Qui est relié au Hexgate. Ouais. Qui sont donc les espèces, en gros, les serveurs de magie. Et ensuite, Victor l'a relié au Shimmer.
Oui. si je me souviens bien, ou à son propre sang aussi, il y avait un truc comme ça. Oui, il met le shimmer là-dedans, quoi. Et du coup, ça a modifié clac, 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 le cœur X-Tech. Et après, Jace, dans la saison 2, pour sauver Victor, il a essayé de faire fusionner. Il a fait fusionner Victor avec le cœur X-Tech. Oui, c'est ça. Et du coup, ça a permis à Victor d'avoir une connexion directe avec la mana qu'il y a dans ce monde-là, avec l'arcane. Ok. Mais tu vois, mine de rien, c'est quand même un système... Complexe. Ouais. Mais Complexe, franchement, ils arrivent bien à s'en sortir, je trouve. Et en plus, quand tu rajoutes donc tout le délire Chemtech avec Singe de la saison 2, c'est vrai que ça fait... Faut suivre, quoi. Et du coup, Singe, lui, c'est le créateur de tout ce qui est Chemtech, donc Ouais. Shimmer, les machines qui utilisent aussi l'espèce de vapeur, là, l'espèce de toxine, enfin Ouais. de fumée toxique qu'il y a dans... Voilà. Ouais. Et en gros, Victor, lui, il arrive à sa glorieuse évolution, enfin à son évolution finale, uniquement quand il fusionne la Chemtech, donc cette version plus raffinée, plus distillée du Shimmer qu'il y a dans Warwick, et aussi voilà tout cet aspect de la Chemtech avec la X-Tech. Ok, voilà. Et il veut s'approprier les X-Gates pour du coup refaire le plein d'énergie, si j'ai bien compris. Quand il veut aller dans les X-Gates, c'est pour en gros refaire le plein d'énergie et avoir un accès encore plus illimité en fait à l'arcane. Oui, c'est ça. Pour pouvoir transformer tout le monde en poupée et faire évoluer tout le monde. Parce que je dis poupée parce que je trouve que ça ressemble à des poupées désarticulées comme ça. Tu sais que d'ailleurs, une remarque que je me suis faite, c'est qu'il y a peu d'animaux par contre dans Arcane. C'est pas faux. Après, bon, c'est un milieu très urbain, je dis pas le contraire. D'ailleurs, où est passée la petite boule de poil qu'il y avait avec Heimerdinger dans la saison 1 On sait pas. Elle a totalement disparu, hein. Ouais. La même chose pour les petits papillons, là, les Fireflies, là. Les bestioles, Oui. ça dépendait d'un lieu, tu vois, c'était pas vraiment des personnages à proprement parler. Genre, ça dépendait, ils étaient là que à l'endroit de l'arbre géant, tu vois. Ouais. Mais moi, je me demande, l'animal de compagnie de Heimerdinger, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait évaporer dans l'arcane ou Je sais pas. c'est comment? Ah, d'ailleurs, tu vois, il y a une critique que je vais faire sur la réal au niveau de l'animation. C'est que parfois, on a des plans POV, du coup, à travers les yeux des personnages. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop. T'aimes pas? Non, pas Oui, trop. toi, je sais que t'aimes pas. Je n'aime pas quand la caméra est un personnage et pas un... Et en plus, je vois pas dans les yeux d'un personnage. Je vois pas Plutôt pourquoi qu'être ils un font ça. personnage. Bah après, je pense que tu penses notamment à Warwick, quand il court et tout. Alors, en vrai, lui, ça me choque moins parce qu'il y a une différence au niveau Ouais, de l'animation. Je l'accepte presque. Mais quand ils se mettent juste, des fois, dans les yeux de certains personnages, alors qu'il y a... En fait, je comprends pas pourquoi. Je trouve que ça sert pas à grand-chose. Enfin, encore une fois, c'est plus que du pinaillage. Hein. Ouais, c'est peut-être pour se mettre, je sais pas, vu qu'on est très proche aussi psychologiquement des personnages, peut-être que c'est pour nous mettre... Je crois vraiment que c'est parce que des fois, ça leur fait des images stylées. Et bon, on va dire pourquoi pas. Et puis aussi, ça fait très jeu vidéo. Donc, bah, Arcane, mine de rien, ça s'en rapproche aussi. Donc, je peux capter. Même si du coup, c'est pas du tout le POV qu'il y a dans League of Legends, Pas du tout, ouais. vu qu'on est carrément à la troisième personne. Tu vois, je suis tombé sur un diagramme qui montre un peu la taille des personnages. Ouais. Caitlyn, tu sais combien elle mesure? Ouais, je sais pas, je dirais 1m82. 1m85. Ouais, ça m'étonne pas, ça a l'air d'être une grande asperge. Jace, 1m88. Waouh. Mais là où ils ont Victor, abusé, c'est Vender. Il fait 2m2. C'est un ours. Enfin non, du coup. Ouais, c'est le plus grand. Ouais. Et Victor, sous sa forme évoluée, il fait plus, non? Ah, il y a pas. Là, il y a juste Victor sous sa forme normale. Je pense qu'il doit faire dans les 1m70, Victor. Il est à 1m75. Ouais, voilà, ça m'étonne pas. Et le plus petit, c'est Heimerdinger. Bah ouais, 90 cm. C'est moins que Mimimati. Oui. Vi en version petite, 1m60. En version grande, elle fait à peu près 1m73. Oh, ok. Et Jinx est petite par contre, 1m60. Ok. Et Echo? Il est Un pas peu dessus. plus petit, non, Echo? Il est pas dessus. Il est donc, pas dessus. Non. Il y a Mel qui a 1m72. Ouais, et Ambessa, elle est à combien? Je pense qu'elle doit faire dans les 1m90. C'est très drôle que tu demandes ça à ce moment-là parce qu'il y a un commentaire qui dit imaginez la taille de Ambessa. Et il y a une personne qui a répondu et il a dit assez grand pour me marcher dessus. Je comprends. Je pense que elle est plus grande que Caitlyn. Donc si Caitlyn fait 1m85, Ambessa doit faire dans les 1m90, 2 mètres.
Bah, j'essaie de trouver un graphique où elle est dessus, mais je suis pas sûr de l'avoir là. Elle fait 2,6 m. Elle est plus grande que Vander. Ouais, ils ont abusé quand même. Ils ont abusé de Ça a été ouf. confirmé par les designers. Ok. Cette scène, cet épisode, j'ai eu envie de mourir. Je n'aurais pas eu la force de Echo. Moi, je serais resté dans l'univers alternatif, là, où tout va bien dans ma vie et où je suis pas obligé de me coltiner une espèce de demi-dieu de merde là, qui veut transformer tout le monde en marionnette. Non, 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 non. L'épisode, là, il m'a touché en plein cœur. Voilà, bon après vieux, je pense que j'arrive à peu près au bout de ce que je voulais discuter avec toi. Tu as entendu parler du artbook qui est sorti sur Arcane saison 2? Pas du tout, mais vas-y, je t'écoute. Il y a eu un artbook qui est sorti, et en fait, le artbook, il est écrit comme si c'était du point de vue de Jinx. Ok. Du coup, il y a plein d'annotations et d'espèces de dessins sur le artbook, et notamment la page où ça vient, la page où c'est Echo. Sur le concept art, il se tient de la main, ce qui est trop mignon. Et tu vois qu'elle met des petits cœurs à côté, ce qui est trop mignon aussi. Voilà, c'est info inutile, mais info quand même. Alors effectivement, je viens de voir un peu à quoi ça ressemble. Après, en même temps, voilà, déjà quand t'as une animation, bon, on va le redire, mais c'est tellement parfait que déjà, si t'aimes un minimum l'image, tu peux être que là, bon, ils ont quand même bien bossé. Ouais, non, clairement. Non. Non, mes respects, monsieur, c'est maîtrisé du début jusqu'à la fin. A à Z. Vous avez fait un bon travail, je reconnais. Donc j'arrête de rager et je profite. Je vais aller acheter l'artbook à 300 €. Voilà, vache. Et je vais aller prendre un fond d'écran Arcane saison 2 et puis je vais arrêter là. Hein. Ils en vendent? Des fonds d'écran? Non, je pense pas. Je vais le prendre gratuitement. On vend des fonds d'écran. Ça fera 50 €. Et ouais, voilà, on les vend 80 balles. Par contre... Plus. Et ça, dans un sens, je comprends. Mais je crois qu'ils ont sorti des skins sur LoL de Arcane saison 2. Oui. Ils ont fait un rework de Victor dans LoL, qui à l'origine est vraiment très différent du Victor de Arcane. En fait, il y a deux parties de la communauté. Il y a ceux qui disent Victor, c'était un champion de LoL qui était extrêmement vieillissant et qui avait besoin d'un rework. Et d'autres qui disent le rework qu'ils ont fait n'a plus rien à voir avec le champion badass que c'était. C'était genre vraiment en mode transhumanisme. C'était pas seulement je vais fusionner l'arcane avec les humains pour améliorer l'évolution, c'était carrément robot, tu vois. Il avait créé un autre champion qui s'appelle Blitzcrank, qui est aussi un robot. Et du coup, ils ont changé le design de Victor pour le faire coller à celui de Arcane. Donc c'est plus du tout en mode robot, c'est vraiment... D'ailleurs, avant, Victor, il était appelé le héros des machines, et maintenant, son appellation dans le jeu, c'est le héros de l'Arcane. Ils ont même changé le lore par rapport au héros comme Blitzcrank, où maintenant, c'est plus lui qui l'a créé, mais il lui a juste donné vie avec un X-Crystal, un Crystal X-Tech. Et ils ont aussi retravaillé ses autres skins en les rendant plus maigres pour faire coller au Victor de Arcane. Et ils ont ajouté 2 champions, je crois. Ils ont ajouté Ambessa et Mel, sous sa forme de guerrière magique. Bah tout à fait, c'est ce que je viens de voir. Là, j'étais pas au courant qu'elle allait seulement apparaître dans le jeu. Je pensais que c'était déjà le cas. Allez, pour terminer là-dessus, après, il faut vraiment que j'y aille. Mais est-ce que tu trouves que les personnages féminins sont trop sexualisés ou pas? Absolument pas. Ça va? Bah, t'as juste ce qu'il faut, quoi. Juste non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, bon... Toutes les personnes ont une sexualité, donc je trouve que c'est réaliste d'avoir des personnages féminins qui ont une sexualité dans l'œuvre et d'autres qui n'en ont pas. Powder, enfin Jinx, Ambessa, elles en ont pas du tout, tu vois. Il n'y a aucune sexualisation des personnages. Ambessa quand même, hein. Ah oui, il y a son Twink Boy dans la saison 1, là. Oui, je m'en souvenais plus. Après, bon, ça arrive. Ouais, non. Après, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment sexualisé? Non, c'est juste... elles ont une vie, ça les rend un peu crédibles, tu vois. Ouais, non, ça va. Et j'allais dire, à part Ambessa, je trouve qu'elles sont peut-être un peu trop minces et tout, mais en vrai, il y a quand même Celica aussi. Mince? Ouais. Le paille, elle est bug, hein, quand même. Ouais, mais... Voilà. Enfin, Celica, ouais. Elle est toute pimpante, quand même. Celica aussi, elle est bien balèze. Ambessa
ouah, elle m'en met une, pas deux, je me relève pas. Oui, ça voilà. C'est vrai que non, ça va. Franchement, j'ai réfléchi, ça va. C'est quand même. Ambessa, elle vient squatter chez moi, c'est plus chez moi. C'est chez elle maintenant. Quoi? Je me casse de ma maison. Et je paye quand même le loyer, t'inquiète, hein, pas de soucis. Ouais, Jinx, pas du tout. Ah, un peu quand même. Ouais. Bah, elle a quand même une tenue qui, pour se battre, n'est peut-être pas la plus efficace possible. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est aussi pour coller au perso de LoL. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai. Ils lui mettent une parka, c'est plus... c'est plus vraiment Jinx. Non, c'est plus vraiment Jinx. Et c'est aussi pour coller au style un peu punk et tout, Ouais. de la base ville. Bah, après, de toute façon, c'était ce que Lou m'avait dit, parce qu'elle, elle avait joué un petit peu à LoL. Enfin, même pas plus qu'un petit peu. De base, les persos féminins, bon, voilà, dans le jeu, ils hésitent pas trop, on va dire. Oui, clairement. Voilà, bon. Parce que autant je trouve que Powder, elle est plutôt... Enfin, Jinx, elle est plutôt fidèle, autant Vi, dans le jeu, elle est carrément sexualisée. Et Caitlyn, pareil. Ok. Et Victor aussi. Mais après, c'est pas que les personnages féminins, tu vois, parce que Jace aussi, on voit beaucoup de scènes, enfin, on voit une scène de lui qui baise, on le voit beaucoup de fois torse nu, mine de rien. Faire de la forge, ouais. Ouais, faire de la forge quand il va faire le câlin à Victor, ce qui a donné lieu à plein de matchs fan-made là, entre Victor et Jace. Pas faux. Auquel je ne crois pas du tout d'ailleurs. Genre, non, ils ont juste une amitié extrêmement sincère et pure et profonde. 100% d'accord. Ça sert à rien de voir des couples, comment on appelle ça là, Ah putain. Il y a un terme à ça, quand des fans créent des faux... des fanfictions, des couples fanfictions, quoi. Ouais, il n'y a pas besoin d'imaginer genre un faux couple en mode fanfic, ils sont juste amis, en plus il est avec Mel, pas de sens. Oui, non, clairement. Je trouve pas que leur relation c'est une bromance. Voilà, c'est une bromance, mais je trouve pas que leur relation fasse homosexuelle dans la série, pas du tout. 100% d'accord. Mais voilà, comme quoi mon arc de vilain n'aura pas eu un épisode de plus. ton Reggie Gorilla arc, ton arc d'antagoniste originel. Putain, je suis déçu, tu vois. Moi, je m'attendais à venir là le couteau entre les dents et à déchirer tout ça, et puis au final... Arcane, c'était nul à chier. Au final, il faut reconnaître que c'était bien. Je suis fan. Ah ouais. Je m'avoue vaincu. Je suis plus rageux.